Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je vous propose la critique du dernier film de Roger Moore dans la peau de James Bond, il s'agit de Dangereusement Vôtre. Cela sent vraiment la fin d'un cycle, il est temps que Roger Moore laisse sa place, mais est-ce pour autant un mauvais film? On se retrouve dans la partie critique. L'année du film 1985, ce film se situe entre Octopussy et Tu n'es pas joué. La durée du film, un classique, 2h10. À la réalisation, on retrouve John Glenn qui réalisa 5 films en tout dans la saga. Notre James Bond, Roger Moore, il fera en tout 7 films et il a 58 ans à l'époque du film. Notre James Bond girl, Tanya Roberts, qui joue le rôle de Stacy Sutton. Le méchant de l'opus, Christopher Walken, dans la peau de Max Zorin. Le budget du film, 30 millions de dollars. Le budget est à peu près équivalent au précédent film. Par contre, concernant la recette du film, c'est le début de la chute. Avec moins 30 millions de dollars par rapport au précédent opus, on arrive quand même à 152,4 millions de dollars. Lors d'une mission en Russie, James récupère une puce sur le cadavre d'un de ses collègues 003. Cette puce va l'emmener sur les traces d'un amateur de chevaux, Max Zorin. Sa mission le conduira de Paris à San Francisco. C'est clairement la fin d'un cycle, on sent dans ce film qu'on étire les recettes de Roger Moore dans la peau de James Bond une dernière fois. En revoyant ce film, je me suis dit qu'il était en fait un bon résumé des 7 films que nous a proposé Roger Moore dans la peau de 007. On aura alterné pendant plus d'une décennie entre le bon et le moins bon de la saga James Bond. Et ce, dès la scène pré-générique. On retrouve notre James dans un magnifique décor. Un critique qui parlait de James Bond disait il n'y a pas longtemps qu'en fait maintenant 007 c'est devenu une agence de voyage. Je trouve que ce critique n'avait pas tort et c'est vraiment avec l'ère Roger Moore qu'on a vu justement une mise en avant des décors tous autant magnifiques les uns que les autres. Pour rappel, on a eu la Thaïlande, l'Égypte, la Grèce, l'Inde, et ici, dans ce film, je mettrai en avant San Francisco. Je vais vous l'avouer, c'est vrai que, bon, je suis pas un grand fan de la période Roger Moore dans la saga, mais c'est vraiment ces films-là qui m'ont éveillé au voyage, donc merci à Roger Moore, à cette période de la saga. Mais revenons à cette scène pré-générique, qui est pour moi totalement gâchée par la blague Beach Boys. C'est ce que je reproche à tous ces films Roger Moore. C'est ce mélange de films d'espionnage, de films d'action. Moi, c'est ce que je vais rechercher en priorité. Mais en même temps, eh bien, c'est le moment de la saga où on est dans de la parodie. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de scène qu'on a là, dans cette scène pré-générique. Mais on en a eu d'autres dans les autres films. Comme par exemple, souvenez-vous, James en mode western dans Moonraker. Ou encore en mode Laurence d'Arabie dans L'espion qui m'aimait. C'est ma sensibilité, j'ai beaucoup de mal avec le mélange des genres, et donc j'ai beaucoup de mal, encore une fois, dans cette scène pré-générique, de passer à une scène d'action intéressante, palpitante, plutôt bien faite, et puis d'un seul coup, on bascule dans je ne sais quoi, une espèce de parodie, de film humoristique, de clin d'œil à un nouveau sport qui est le surf des neiges. Je pense que je n'arriverai jamais à accepter ce mélange des genres. Pour le moment, j'en parle peu dans mes critiques parce que c'est de l'ordre de l'anecdote, mais là, je dois bien avouer que la chanson du générique, je l'adore. J'avais adoré la première chanson du premier film de Roger Moore, interprétée par Paul McCartney, Live and Let Die. Et bien là, j'adore Duran Duran, c'était un groupe que je suivais beaucoup quand j'étais ado, dans les années 80. Concernant l'histoire de ce film, eh bien je la trouve pas mal. Il faut se remettre dans l'époque, début des années 80. Qui connaît la Silicon Valley? Pas grand monde, en tout cas moi je ne connaissais pas du tout. Aujourd'hui on connaît beaucoup mieux grâce aux stars qui s'hébergent là-bas,
Apple, Google, Facebook. Mais c'est vrai que du coup, pour moi à l'époque, le scénario était plutôt abstrait. J'avais du mal à comprendre à l'époque ce qu'était cette Silicon Valley. J'avais du mal à comprendre à quoi servaient ces petites puces. Maintenant, tout le monde le sait. Je dirais que l'histoire en soi, le scénario était peut-être un petit peu novateur pour l'époque. Donc là, je dis bravo d'avoir eu une certaine vision des choses. C'est plutôt bien joué. Ce que je trouve juste dommage dans l'histoire, c'est bien cette grosse parenthèse autour des chevaux de course. C'est un petit peu dommage, on était parti dans la scène pré-générique au début du film avec les histoires de puces électroniques. Et puis, entre-temps, on a cette histoire de chevaux de course qui permettent effectivement à James d'approcher Zorin, mais on perd un petit peu le fil conducteur pour le retrouver à San Francisco, mais voilà, ça nous fait perdre, je trouve, un peu le fil conducteur, c'est dommage, mais globalement, moi j'ai été plutôt intéressé, hypé par cette histoire. Je trouve aussi que le film a été mieux écrit, mieux équilibré, on va dire, on n'a pas un gros ventre mou, à la différence d'Octopussy, qui était très mal équilibré. Je vais pas m'y attarder très longtemps, mais quand même, il faut parler de cette scène du pneu là, qui permet à James de respirer. Franchement, j'aurais préféré un bon vieux gadget qui vient sauver James, plutôt que ce truc totalement incohérent qui a déjà respiré de l'air d'un pneu. C'est pas possible. Au niveau de la réalisation, j'en parle très peu dans mes critiques. La plupart des scènes dans James Bond sont tournées de façon extrêmement basique. On n'a pas des réalisateurs qui créent des effets de dingue. Ce que je trouve qui est bien fait dans ce film, c'est la sensation de vertige. Parce qu'on a quand même deux monuments vertigineux, la Tour Eiffel, le Golden Gate. Et moi qui suis sensible au vertige, quand je vois ces scènes, elles me donnent cette sensation de vertige. Donc là, je me dis que ça a été plutôt bien réalisé. On a vraiment la sensation vertigineuse. Donc ça, je voulais le noter. Et puis, d'un autre côté, la cascade tournée à Paris, elle est vraiment superbe. Je trouve qu'elle est bien faite. Mais le réalisateur ne s'est pas trop foulé. On voit clairement qu'on n'a pas Roger Moore au volant. Et ça, franchement, je trouve ça un peu simple. Je l'avais déjà dit pour la fin d'Octopussy. Et bien là, c'est pareil pour la poursuite en voiture dans Paris. Elle est bien cette cascade, comme celle d'Octopussy, mais derrière, on voit trop que c'est pas Roger Moore, donc c'est forcément que c'est mal réalisé. Les caméras sont clairement pas mises au bon endroit, tout simplement. Alors, attardons-nous un long moment sur les personnages et les acteurs de ce film. Bon, je vais pas m'attarder trop longtemps sur Roger Moore, vous savez, si vous me suivez, ce que je vais dire. Il est trop vieux, très clairement, mais bon, ça, même lui le sait à l'époque, et même le producteur le sait à l'époque, mais bon, on détruit pas une poule aux œufs d'or. Mais quand même, quand on voit cette scène, vous ne trouvez pas que ça fait le club des papis qui va voir les courses de chevaux le dimanche ? Non. Alors ce qui est amusant, c'est qu'ils ont essayé de rajeunir Roger Moore à San Francisco. Regardez, là, quand ils l'ont habillé de façon un peu plus Jones, en arrêtant le costard cravate, je trouve qu'au lieu de le rajeunir, on lui rappelle son âge, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de porter ce genre de vêtements à 58 balais. C'est d'ailleurs pour moi l'une des rares fois de faute de goût totale dans l'habillement d'un James Bond, la façon dont il est habillé à San Francisco. Bon, enfin clairement, par rapport à Roger Moore, on arrive à la fin d'un cycle, ça se voit, ça s'étire beaucoup trop, c'est le film de trop, c'est clair pour Roger Moore. Dans les personnages que j'adore, il y a celui de Tibet, le collègue espion de James. J'adore l'acteur de chapeau melon et bottes de cuir, Patrick Macnee, mais en plus, il forme un superbe duo avec Roger Moore. Cela fait penser finalement de temps en temps à Amicalement Vôtre, vous ne trouvez pas ? Parlons maintenant de l'antagoniste, Max Zorin, interprété par Christopher Walken. Eh bien, je suis assez partagé. J'aime bien son côté cruel, mégalo, mais j'ai du mal avec son côté un peu dingo qui ressort à la fin du film. Globalement, je trouve qu'il tient bien le rôle, mais il n'est pas suffisamment charismatique. Ce n'est pas un Silva ou un Goldfinger. Pour moi, finalement, il est à l'image du film, bien, mais sans plus. Et ensuite, parlons du bas qui blesse, les rôles féminins. Je vais être franc avec vous, le personnage de Mayday m'insupporte. L'impression que j'ai quand je la vois, c'est qu'elle gesticule dans tous les sens pour donner l'impression qu'elle est méchante.
Alors en plus, à mon avis, j'ai pas écouté en VO, mais le doublage doit être assez horrible. Elle a, je trouve, un doublage qui ne la met pas du tout en valeur. Et puis le revirement de la fin est un peu simpliste, hein, et me fait penser au triste Moonraker avec Requin qui devient tout gentil à la fin du film. Je dois bien avouer que ça sauve un petit peu le personnage, mais globalement, j'ai du mal avec ce personnage de Mayday. Est-ce que c'est l'actrice qui joue pas bien? Est-ce que c'est le personnage qui est mal écrit? Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'aime pas ce personnage. Et puis, la James Bond Girl, eh bien, qu'en dire, à part que pour moi, c'est un retour en arrière. J'ai l'impression qu'on a repris les recettes d'avant. J'ai l'impression de voir Bonne Nuit dans L'Homme au pistolet d'or quand je vois cette Stacy Sutton. Et finalement, quand je dis qu'on revient en arrière, eh bien ce film, c'est un peu ça le résumé. C'est qu'on revient en arrière. Souvenez-vous, James avait commencé ses aventures sous la peau de Roger Moore à New York, aux États-Unis. Et bien là, on revient aux États-Unis à la fin du cycle Roger Moore. Eh bien moi aussi, il va falloir que je close cette vidéo et ce cycle de critique des films interprétés par Roger Moore. Donc on finit par les notes. Les internautes d'Allociné ont plutôt bien apprécié ce film puisque il a une note de 3,4 sur 5. Et pour moi, eh bien, il va se situer dans le ventre mou des films interprétés par Roger Moore avec une note de 3,3 sur 5. Il est maintenant temps de passer à un autre acteur. Un acteur avec un film en particulier que j'adore, vous le verrez si vous ne voulez pas rater les prochaines critiques. Vous avez l'abonnement qui va bien, la cloche, et en attendant, ciao!